Iowa City, dans l'Iowa, est le quartier d'affaires du comté de Johnson, où résident entre autres les Soupols, bien connus dans leur communauté. Les Soupols étaient une grande famille catholique, très reconnue dans la région d'Iowa City depuis des années. Je connaissais très bien la famille, comme la plupart des membres de notre communauté. C'étaient des gens très généreux qui jouaient un rôle dans la communauté. Stephen, né en 1965, grandit entouré de 7 frères et sœurs. Son père, avocat reconnu, fréquente des personnes très haut placées. Stephen suit une scolarité dans un lycée prestigieux, puis des études de commerce à l'université de l'Iowa. C'est pendant ses études qu'il rencontre une jeune fille de la région, Cheryl Kesterson. Cheryl se tenait beaucoup mieux que moi. Je dirais qu'elle était un peu plus réservée que moi. Elle n'enchaînait pas les histoires. Elle voyait Stephen et c'était tout. Quand on était à la fac, Cheryl allait souvent le voir et elle parlait tout le temps de lui. Quand je l'ai rencontré, je l'ai trouvé marrant et charmant. C'était l'une des premières personnes que j'appelais quand j'avais besoin de quelque chose, d'un conseil, parce que je lui faisais confiance. On venait de la classe moyenne. Et Stephen venait d'un milieu beaucoup plus aisé. Mais ça marchait entre eux. J'étais heureux pour Cheryl. J'étais heureux qu'elle ait Stephen dans sa vie. Stephen s'occupait bien d'elle. Il l'adorait. Elle était très heureuse avec lui. Je savais que c'était le bon. Le 13 juin 1990, Stephen et Cheryl, tous deux âgés de 24 ans, se disent oui à l'église catholique. Leur mariage, c'était une expérience. Ils avaient organisé une grande cérémonie dans l'un des plus beaux sites d'Iowa City. Je me souviens que j'avais dû mettre un smoking. C'était très élégant, très classe. J'étais juste très heureux pour ma sœur. Elle avait un sourire radieux ce jour-là. J'étais sa demoiselle d'honneur et j'ai passé un moment fantastique. C'était un mariage très chouette, très heureux. Quelques années plus tard, Cheryl et Stephen veulent fonder une famille. Elle voulait avoir plusieurs enfants. Stephen avait grandi avec beaucoup de frères et sœurs, mais Cheryl n'avait que son frère. Et je pense que ça lui tenait à cœur de fonder une grande famille. Mais elle avait plein d'allergies. Elle avait eu 2 opérations des sinus et elle était constamment sous puissants antibiotiques. Elle s'est dit qu'elle ne pourrait jamais arrêter les médicaments pour pouvoir tomber enceinte et qu'elle pourrait tout aussi bien adopter. Après 8 ans de mariage, Stephen et Cheryl adoptent leur premier enfant, un bébé coréen de 12 mois. Isan est né hors mariage et a été abandonné à la naissance. C'était un moment exaltant. Je me souviens du jour où Isan est arrivé. On est tous allés à l'aéroport et on était très émus quand il est descendu de l'avion et qu'on l'a vu pour la toute première fois. J'ai ressenti exactement la même joie le jour où mes enfants sont nés. On lisait l'émotion sur leur visage à tous les deux. Tout le monde a versé une larme, moi y compris. Je pense que j'ai dû pleurer autant qu'eux parce que je partageais leur joie. Je me souviens que Cheryl m'a regardée avec un air de « Qu'est-ce que je suis censée faire ?» On est allé dans les toilettes de l'aéroport et elle m'a dit « Je ne suis pas sûre de savoir changer une couche. Tu peux m'aider ?» Donc bien sûr, on l'a fait ensemble. Au cours des 7 années suivantes, les Soupols adoptent 3 autres bébés nés en Corée du Sud. Seth en 1999, Mira en 2002, Eleanor en 2005. Seth était un véritable personnage. Il valait mieux toujours avoir un œil sur lui. Il était timide, mais c'était un petit chenapan. Ce qui me reste de Seth, c'est sa relation avec ma fille Hailey.
mince. Ça recommence. C'était aigu, ça. Ce qui me reste de Seth, c'est mes souvenirs de lui avec Hayley. On les appelait les inséparables, parce qu'ils étaient toujours collés. Ils faisaient tout ensemble. Mira, c'était une petite princesse. Elle aimait mettre des robes et avoir les cheveux bien peignés. Elle était très mignonne. Elle souriait tout le temps. Elle était très vive. Elle aimait être bien habillée. Elle était pleine d'énergie. Eleanor était un peu plus en retrait. Ce qu'elle aimait, c'était le coloriage. Elle était très calme. Elle était capable de s'occuper toute seule pendant des heures. Steven s'occupait très bien des enfants. C'était un très bon papa. Il ne perdait jamais patience avec eux. Ça arrivait qu'il les punisse, mais je ne l'ai jamais vu perdre son sang-froid. Vu de l'extérieur, c'étaient des parents très aimants. Ils adoptaient des enfants et ils voulaient leur offrir une vie meilleure. Ils voulaient les faire venir aux États-Unis et les faire profiter de leurs ressources financières. Tout semble se passer pour le mieux. Au travail, Steven mène une carrière sans accroc et obtient un poste à responsabilité dans une banque indépendante de l'Iowa. Il disait qu'il voulait être le mari parfait, le père parfait. Il s'était bâti une réputation non seulement auprès de sa famille, mais de sa communauté. Si je ne me trompe pas, c'était le plus jeune cadre au conseil d'administration. Donc à l'évidence, il s'en sortait très bien. Cheryl et Steven investissaient tous les deux beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour leurs enfants. Ils vivaient dans une très belle maison. Ils partaient en vacances. Ils voyageaient un peu partout dans le pays. Tout était histoire de performance. Cet argent conférait à Steven Supple un certain statut et un sentiment de supériorité. Et je pense que ça entretenait son côté narcissique. Il avait la pression de toujours devoir remplir ce rôle de l'homme d'affaires accompli, le père de famille qui pouvait tout offrir à son épouse et ses enfants. Pour lui, la valeur d'une personne était proportionnelle au nombre de zéros sur son compte en banque. Quand on est persuadé que c'est l'argent qui fait notre valeur, ça finit forcément par causer des problèmes. Malgré l'obsession de Steven pour le succès et l'argent, vu de l'extérieur, les Supple sont une petite famille modèle. Et personne n'aurait pu prédire ce qui allait lui arriver. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais sous le choc. Je n'y croyais pas. Je me disais que ça devait être une erreur. C'était forcément une erreur. Steven n'aurait jamais pu détourner de l'argent. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il ait fait ça. En 2007, alors qu'il semble vivre le rêve américain auprès de sa chère épouse et leurs 4 enfants, Steven Supple fait l'objet d'une enquête du FBI pour détournement de fonds. Mes parents m'ont appelé pour me dire que Steven avait des soucis. Et quand j'ai entendu de quoi il était soupçonné, j'étais complètement incrédule. Ils avaient une très belle maison, je dis pas le contraire, mais je n'avais jamais vu Steven dilapider son argent. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Au mois de septembre 2007, les supérieurs de Steven se rendent compte qu'il a détourné de grosses sommes d'argent. Le père de famille est immédiatement licencié et fait l'objet d'une enquête criminelle. Cheryl m'a appelé. C'était déchirant. Elle était dans tous ses états. Elle ne s'en doutait pas du tout. Elle était sous le choc. Je me souviens qu'elle m'a dit « Quel genre d'épouse ne sait pas que son mari fait ça ?» Comme si c'était sa faute. Ils ont découvert que les détournements avaient commencé en l'an 2000 et s'étaient poursuivis jusqu'à l'automne 2007.
Dans la région, tous ceux qui l'ont appris étaient sous le choc. Tout le monde ne parlait que de ça. J'ai dit à Steven, je ne comprends pas comment tu as pu croire que ce serait une bonne idée. Je ne voulais pas enfoncer le couteau dans la plaie, mais il ne pouvait absolument pas justifier ce qu'il avait fait. Avec le recul, c'est vrai que son père était avocat, et peut-être qu'il voulait tout avoir comme lui. Je pense que le milieu dans lequel il a grandi a joué un rôle important dans sa prise de décision. Les gens qui détournent des fonds estiment que cet argent leur revient. Ça faisait partie de son identité. C'était un aspect important de sa personnalité. Il en avait besoin, c'était son oxygène. Et il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour l'obtenir, peu importe les méthodes. Pour lui, la fin justifiait les moyens. Au début, Steven a minimisé son crime. Il l'a reconnu auprès de sa famille, mais il n'a jamais divulgué l'étendue réelle des sommes qu'il avait détournées. Steven a dit qu'il avait utilisé l'argent pour répondre à son addiction, parce qu'il était accro à la cocaïne. Ça m'a vraiment surpris. Parce que j'ai travaillé pendant 20 ans dans le système pénitentiaire et je n'ai jamais vu le moindre signe. Je ne me suis jamais douté qu'il prenait de la drogue ou quoi que ce soit. Je suis allé le voir pour en parler et il m'a dit qu'il avait juste dit ça parce qu'on n'arrêtait pas de lui poser des questions et qu'il voulait que ça s'arrête. Quand je lui ai parlé, il ne m'a pas donné beaucoup de détails. Je n'ai pas trop insisté parce que je me suis dit que j'aurais les détails au moment du procès. 5 mois après le début de l'enquête, un grand jury fédéral inculpe Steven du vol d'1 demi-million de dollars auprès de la banque pour laquelle il travaillait et du blanchiment de cet argent via un compte privé pour dissimuler son crime. Il plaide non coupable et est libéré sous caution dans l'attente de son procès qui doit démarrer en avril. Quand j'ai appris que Steven avait détourné 560 000 $, j'étais sous le choc. Si quelqu'un se pointe avec une voiture de sport, s'il dépense 100 000 $ pour s'offrir une nouvelle voiture, ça va se remarquer. Mais là, il n'y avait rien. Il ne s'était pas mis à voyager plus, il n'avait pas changé de mode de vie ou de façon de s'habiller. Il n'y avait vraiment aucun changement. J'étais déconcerté et choqué. Évidemment, les enfants sont restés à l'école privée catholique dans laquelle ils étaient inscrits. Et leurs parents ont continué à leur louer des instruments de musique et leur payer des cours particuliers. Il n'y a rien qui laisse penser qu'ils aient réduit leurs dépenses à ce moment. Avec le recul, on aurait dû se poser des questions quand on a vu qu'ils continuaient à vivre comme si de rien n'était. Le scandale met le couple à rude épreuve. Quand je parlais avec Cheryl, elle ne savait pas quoi faire. Elle n'était pas sûre. Elle ne pouvait pas dire « oui, je resterai toujours avec toi » ou « ça ne va pas le faire ». C'était au jour le jour. Et elle l'avait bien fait comprendre à Steven. Elle était très en colère, et je ne peux pas le lui reprocher. Mais elle n'avait jamais évoqué le divorce. En tout cas, pas avec moi. J'ai fait quelque chose d'assez peu conventionnel. Je suis allé voir ma sœur et Steven pour leur parler. Je leur ai dit qu'il n'y avait aucune excuse pour ses actions, mais que ce n'était pas l'homme que je connaissais depuis 24 ou 25 ans. Quand je suis retourné les voir après ça, ma sœur m'avait l'air plus apaisée. Évidemment, la première fois qu'on en a parlé, elle était très en colère. Mais avec le temps, cette colère s'est apaisée parce qu'elle s'est rendue compte que ça n'était pas productif. Je suis certain qu'il s'en voulait d'avoir pris de telles décisions et d'avoir sali l'honneur de sa famille, d'avoir mis Cheryl et les enfants dans une situation aussi embarrassante. Malgré les tensions et le manque d'argent, les Soupoll présentent un front uni devant le monde. C'est évident que leurs revenus ont beaucoup diminué. Cheryl a repris le travail. Et Steven a trouvé un petit boulot payé 15 $ de l'heure, un travail alimentaire. Il devait toujours finir de rembourser la maison et s'occuper des enfants qu'il avait adoptés. Il avait beaucoup de choses à gérer.
Les Soupol sont connus et appréciés dans leur quartier, et la communauté les soutient. Ils ont reçu énormément d'aide. C'était incroyable. Ils auraient reçu autant de soutien si leur maison avait brûlé. Cheryl devait retourner au travail, et Steven aussi. Alors il fallait s'organiser pour s'occuper des enfants, et tout le monde s'est réuni pour trouver un moyen d'y arriver ensemble. Je n'avais jamais vu autant de soutien. C'était absolument incroyable. Entre le moment où il a été arrêté et le début du procès, Steven voulait essayer de mener une vie normale pour les enfants. Un jour, je l'ai appelé et je lui ai dit « Steven, tu agis de façon trop normale par rapport à tout ce qui est en train de se passer. » Et il m'a répondu « Je suis obligé d'avancer. Je veux que mes enfants aient une vie aussi normale que possible. » Tous les détails de ces indiscrétions financières allaient être rendus publics. Steven était obnubilé par le regard des autres, par ce qu'ils pensaient de lui. Il voulait montrer l'image d'un père de famille accompli, d'un individu qui avait réussi sur le plan financier. Et là, tout allait s'effondrer. À l'approche du procès, la pression monte. S'il est reconnu coupable de détournement de fonds, il risque $1 million d'amende et 30 années de prison. Steven n'a jamais parlé du fait qu'il risquait la prison. Plus le temps passait, plus on s'approchait du procès, plus il était sous pression. J'ai remarqué qu'il avait perdu des cheveux. Je ne sais pas s'il se les était arrachés ou s'ils étaient tombés, mais il avait un trou. Je n'avais jamais vu ça. Quelque chose n'allait pas. Je l'ai appelé et je lui ai dit « J'ai peur que tu ne t'effondres. Si ça arrive, comment tu vas réagir ?» Je lui ai demandé s'il y avait un risque qu'il se fasse du mal et il m'a répondu « Non, je ne ferai jamais ça à ma femme ou à mes enfants. Je ne leur ferai jamais subir une chose pareille. » Cela fait maintenant 3 mois que Steven a été officiellement inculpé et que la date de son procès a été fixée. Le lundi de Pâques, Steven et son avocat devaient s'entretenir avec des enquêteurs du FBI et parler de ses finances, de ses actifs, de tout son argent, ses fonds, tout ce qui était recouvrable pour commencer à rembourser ce qu'il avait détourné. Et ce n'était pas tout. Ce lundi-là, en plus des $560 000 qu'il avait détournés, il allait être confronté aux prêts de plus de $200 000 qu'il avait contractés pour sa maison. Il avait $5 000 de dette sur sa carte de crédit et il avait fait un deuxième prêt sans le dire à personne. Il y en avait pour $25 000. Il était censé le rembourser le lundi de Pâques. Donc, tout allait se savoir, absolument tout. Tout arrivait au même moment. Et en plus, il y avait tous les mensonges. Il avait menti à sa famille, il avait menti à son épouse, à ses parents, à sa belle famille, à ses créanciers. Ça allait être l'apogée de ses erreurs. Pour Steven, c'est l'humiliation publique qui se profile et il doit à tout prix trouver une solution. Je n'aurais jamais pu imaginer une seconde qu'il ferait le moindre mal à sa famille. À la période de Pâques 2008, Steven Soupol voit s'approcher son procès pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Je suis absolument persuadé que c'était une accumulation. Tout allait arriver le même jour, le lundi de Pâques. Quoi que Steven ait raconté à ses amis, à son épouse, à sa famille, la vérité allait éclater au grand jour, ce lundi-là. Il allait devoir admettre qu'il n'était pas parfait. Il allait devoir admettre que c'était un escroc. Plus encore qu'il n'avait bien voulu l'admettre jusque-là. Et il ne pouvait pas s'y résoudre.
C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le dimanche de Pâques, les Soupols se rendent à la messe catholique. Malgré le procès qui ne saurait tarder à commencer, Steven et Cheryl semblent faire face. Mais le lendemain matin, à 6h31, un appel anonyme va tout changer. Secours, j'écoute. Où se trouve votre urgence? Allô? Je suis bien à Iowa City. Où se trouve votre urgence? À Iowa City, dans l'Iowa. À quelle adresse? Sur Barrington Road. Venez au plus vite. Que se passe-t-il? J'étais en route pour le travail. Quelqu'un a contacté le centre d'appel d'urgence vers 6h30 du matin pour demander l'envoi de policiers à une résidence. Ils y sont allés. Personne ne leur a ouvert et il n'y avait rien d'inhabituel. Mais ils ont obtenu la permission d'entrer pour vérifier. La porte était ouverte. Dès qu'ils sont entrés, ils ont vu les premiers corps. À peu près au même moment, tous les téléphones du centre d'appel d'urgence se sont mis à sonner pour signaler un véhicule en feu sur la voie rapide à l'est d'Iowa City. Il y a eu un accident sur la voie rapide. C'est pas vrai. Sortez, la voiture est en feu. Une brigade rapide d'intervention est envoyée sur place, pendant que les policiers présents dans la maison poursuivent leurs recherches. Il y avait des enfants morts dans la maison. Au tout début, ils ont cru que la petite avait été tuée par balle, tellement elle était amochée. Les policiers ont demandé des renforts et la présence d'un groupe d'intervention. Le premier enfant qui a été trouvé n'avait plus de pouls. Il était décédé. Les 4 enfants et Cheryl ont tous été battus à mort dans leur maison. Lorsque les secours arrivent sur la scène de l'accident, pour le conducteur du véhicule, il est déjà trop tard. Le conducteur du monospace avait foncé sur la voie rapide. Il s'était mis entre les deux voies. Il avait accéléré sur le terre-plein central et il avait foncé dans le socle en béton d'un panneau de circulation. Le véhicule s'était embrasé. Le feu était tellement chaud que la plaque d'immatriculation et tous les numéros d'identification avaient fondu. Tout était brûlé, toute la voiture. Il a fallu beaucoup de temps pour identifier la victime formellement. Et il a fallu passer par l'identification dentaire. Du côté de la maison, le nom des victimes ne tarde pas à être confirmé. Il s'agit de Cheryl Soupol et de ses 4 enfants, Isan, Seth, Mira et Eleanor. Leur père Steven n'est pas présent. Les policiers inspectent la maison et trouvent une lettre manuscrite dans la cuisine. Il aurait pu ne rien laisser. Il aurait pu laisser un petit mot. Il aurait pu se contenter d'un « Je suis désolé pour tout, c'était la meilleure solution ». Mais il a écrit un récit de 7 pages pour décrire tout ce qu'il avait fait cette nuit-là. Cette lettre a été écrite par Steven. La mort de Cheryl n'a rien à voir avec mon amour pour elle. Elle était l'amour de ma vie et ma meilleure amie. J'ai brisé son cœur et sa joie de vivre. Et je ne pouvais plus la laisser souffrir ainsi. Dans sa lettre, Steven avoue les meurtres et les décrit en détail. C'est avec une batte de baseball qu'il a frappé Cheryl à mort dans son lit. Alors qu'elle agonisait, il lui a couvert la tête d'un sac plastique pour l'asphyxier.
C'est tout ce que j'ai trouvé pour mettre fin à ces jours rapidement et sans douleur. Pendant les 8 dernières minutes, je suis resté avec elle. Je voulais être un mari et un père parfait, mais j'étais trop fier pour demander de l'aide. Si on l'écoute, c'était comme s'il avait tué son épouse par bonté. Les mots qu'il a choisis en disent long sur sa personnalité. Elle est morte et pas je l'ai tuée. Il l'a écrit comme s'il n'était pas acteur de ce qu'il s'était passé. Le problème, ce n'est pas lui, c'est la mort de Cheryl, de ses victimes. Une personne qui parle comme ça, c'est une personne qui a l'habitude de gérer son image et d'en manipuler la perception. Il veillait toujours à ce que sa version des faits soit celle dont on se souvient. Après avoir tué Cheryl, Steven installe un hôtel pour sa parfaite petite famille. Steven a regroupé un tas d'objets dans la cuisine. Il a récupéré des photos un peu partout dans la maison. Une photo de chaque enfant. Un crucifix, une Bible, des objets qui comptaient pour lui. Steven tourne ensuite son attention vers les enfants, paisiblement endormis à l'étage. Ce qu'a fait Steven, c'est qu'il est allé au garage. Il a retiré les sièges arrière de l'une des voitures et il a calé des serviettes de bain dans tous les interstices pour essayer de rendre le garage hermétique. Ensuite, il est allé chercher les enfants. Il les a installés dans la voiture, il est monté avec eux et il a allumé le moteur. Il a écrit qu'il voulait qu'ils meurent tous ensemble, en paix, par intoxication au monoxyde de carbone. Mais ça n'a pas marché. En tout cas, pas assez vite pour lui. Alors, d'après ce qu'il a écrit, il a ramené les enfants un par un dans la maison et il les a allongés chacun sur un lit. Et puis, il a décrit comment il les avait tués, exactement comme il avait tué Cheryl. Il a battu sa famille à mort avec une batte de baseball. C'est un meurtre très personnel. C'est un crime qui nécessite un niveau intense de brutalité et de violence. Dans ce type d'affaires, c'est très tentant d'interpréter le geste du tueur comme un moment de folie, un craquage. Mais si on se penche sur les faits, on voit tout de suite que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé ici. Ces meurtres ont été pensés avec soin. Il y avait bien réfléchi et il avait établi toute une stratégie. Il savait très bien ce qu'il faisait et il savait très bien que c'était mal, mais il l'a fait quand même. Après avoir tué ses enfants, Steven retourne dans la cuisine pour écrire la 7e et dernière page de sa lettre. Lorsque j'ai pris la vie de Cheryl, j'ai prié et je lui ai promis qu'elle retrouverait les enfants. C'est maintenant mon tour et je dois souffrir. C'était la fin. Il n'a plus rien écrit après ça. Il a quitté la maison, il a passé 2 appels depuis son portable vers le fixe, et il a raconté le prologue de son histoire sur son propre répondeur. J'ai essayé d'être un bon mari pour mon épouse et un bon père pour mes enfants, mais j'ai tout gâché. J'ai gâché sa vie. Maintenant, elle est au paradis avec les 4 enfants, et ils sont tous très heureux ensemble. Si Steven a laissé cette lettre et ses messages vocaux, c'était pour être sûr que ce serait sa version des meurtres qui serait entendue. Il voulait avoir le contrôle, il voulait écrire l'histoire. C'est du narcissisme pur. Il ne pensait qu'à lui, c'était moi-je. C'est à peine s'il a fait référence à son épouse et ses enfants dans la marge, comme s'ils n'étaient que secondaires. Ne culpabilisez pas. Ne pensez pas que vous auriez pu m'en empêcher. C'est ma faute. Je suis le seul et unique responsable de mes actions. Et après, il dit, mon plus grand problème, c'était de ne pas savoir dire non.
Je voulais une belle maison, que ma femme n'ait pas à travailler, que mes 4 enfants aient tout ce qu'ils veulent. Et il finit par « Ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. C'est aussi simple et complexe que ça. » Je n'arrive toujours pas à comprendre qu'un père ait pu agir comme ça, pas par colère, mais parce qu'il aimait ses enfants, et que dans son esprit dérangé, il pensait vraiment que c'était la meilleure chose à faire pour sa famille. Peu avant 4 heures du matin, après avoir tué son épouse et ses enfants, Steven appelle chez lui et raconte sur le répondeur qu'il est en route pour la rivière Iowa et qu'il n'a qu'un but. Il a dit qu'il était au parc et qu'il allait se noyer dans la rivière. 8 minutes plus tard, il a rappelé pour dire « Ça n'a pas marché, j'ai juste flotté. Donc, je vais aller sur la voie rapide et foncer pour avoir un accident. » Après sa 2e tentative de suicide ratée, Steven retourne sur la route pour mettre fin à ses jours. Quand il a tué les membres de sa famille, ça n'a pas été rapide. Mais quand il a fallu qu'il se tue lui-même, ça a été beaucoup plus compliqué. Il lui aura fallu 3 tentatives pour y arriver. Et la raison, c'est qu'il a eu plus de mal à se suicider qu'à tuer d'autres personnes. Parce que c'était un narcissiste et qu'il accordait plus de valeur à sa propre personne. Je pense que c'est pour ça qu'on voit autant d'hésitation dans ses gestes. La nouvelle des meurtres ne tarde pas à se répandre dans le quartier. Le jour des meurtres, on m'a appelé pour me dire qu'un crime avait été commis à la maison. J'ai essayé d'appeler Cheryl en boucle. Je pensais qu'elle allait finir par répondre. Mais un peu plus tard, un policier est venu chez moi et m'a expliqué ce qu'il s'était passé. Je me souviens que je me suis effondrée. C'est à une trentaine de kilomètres au nord de Cedar Rapids, depuis l'école de sa fille, que Dave, le frère de Cheryl, apprend la nouvelle. Mon téléphone a sonné et ma mère m'a dit « Ils sont partis ». Je lui ai dit « Comment ça ?» Et elle m'a dit « Steven les a tués, ils sont partis. Steven a tué Cheryl et les 4 enfants et il s'est suicidé. » Je me souviens que j'ai regardé dans le vide et je me suis effondré. Caleb, le fils de Dave, était particulièrement proche de sa tante, alors son père le fait sortir de l'école avant de lui annoncer la terrible nouvelle. Ce jour-là, la principale est venue me chercher en classe et elle m'a dit « Tes grands-parents maternels sont venus te chercher. » Je suis monté dans la voiture et je me souviendrai toujours que je me suis dit « Il va se passer un truc génial. » Mes grands-parents ne venaient jamais me chercher à l'école et je faisais toujours des trucs super avec eux. Et puis on est rentré à la maison. Ihsan n'avait que 10 ans. Seth en avait 8, Mira 5 et Eleanor 3 ans lorsqu'ils ont été tués par leur père. J'étais tellement en colère que j'ai mis du temps à l'accepter. Je n'arrivais pas à comprendre qu'on puisse prendre la vie d'un petit enfant comme ça. Ihsan et moi, on n'avait que 2 semaines de différence. Ihsan était mon meilleur ami quand on était petit. On jouait au foot l'un contre l'autre, on jouait ensemble. Il portait le numéro 71 sur tous ses maillots. Et depuis qu'il est mort, quel que soit le sport, je porte ce numéro 71 en son honneur. Les proches des victimes peinent à se relever de la tragédie causée par Steven. J'ai passé le stade de la colère.
Et pourtant, je suis toujours en colère. Pour échapper à la honte d'un procès qui aurait révélé tous ses crimes, Steven Soupaul a tué son épouse et ses 4 jeunes enfants avant de se donner la mort dans un accident de voiture. La vie de Steven devient alors bien plus publique qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Et la nouvelle de cet homme qui a tué toute sa famille choque le monde entier. Ça a provoqué une frénésie médiatique. C'était complètement fou. Il y avait des caméras partout. Que ce soit les journaux ou la télé, je préférais ignorer les médias. Au fil des années, ça m'est arrivé de revenir sur les reportages. Et je ne sais pas pourquoi. Quand j'en entends parler à la télé, je change de chaîne. Personne ne l'a vu venir. Qu'est-ce qui a poussé Steven à agir de la sorte et se convaincre que tuer son épouse et leurs 4 enfants était la seule solution? Quand on revient sur le détail des événements qu'il a racontés dans sa lettre, on se rend compte que ça faisait 7 mois qu'il estimait que c'était nécessaire. Pour moi, sa manière de s'exprimer est particulièrement parlante. Je sais que c'est nécessaire et j'ai le droit de prendre cette décision pour les membres de ma famille. Il ne les voyait pas comme des individus autonomes qui existaient pleinement. Il ne s'est pas dit une seconde « Bon, financièrement, ça ne va pas et ça risque d'être vraiment horrible ». Il n'imaginait pas de futur, il n'envisageait pas la possibilité d'une réalité dans laquelle les siens se remettaient de cette épreuve et reprenaient leur vie. Il ne les voyait pas comme indépendants. Ils lui appartenaient et il avait le droit de prendre des décisions pour eux. Avec le temps, les Kesterson, Davy compris, ont pardonné et accepté la tragédie. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il s'était passé ce jour-là, je me suis dit que le plus simple pour moi était de pardonner Steven. Je ne pouvais que reconnaître que ça avait été un bon père. J'estimais que ce n'était pas un événement isolé, aussi monstrueux soit-il, qui devait éclipser 25 belles années. Et pas mal de personnes me l'ont fait payer par écrit. Les gens ne comprennent pas que je puisse le pardonner, mais c'est une façon pour moi de me relever et de surmonter tout ça. Pendant longtemps, j'ai été très en colère contre Steven. Mon père a été le premier de la famille à le pardonner, mais moi, j'ai dit qu'il me faudrait beaucoup plus de temps. Et puis j'ai fini par le faire, parce que je savais que ce n'était pas l'homme qu'on connaissait et qu'on aimait. Moins d'une semaine après les meurtres, l'église catholique où le couple s'était marié et avait fait baptiser ses enfants organise des obsèques pour Cheryl, les enfants et leur père est meurtrier. Je ne comprends pas pourquoi ça a créé une telle polémique. Mais je sais que certaines personnes étaient très contrariées qu'on les ait tous enterrés ensemble. Je pense que les gens voudraient le diaboliser ou essayer de se convaincre que c'était un psychopathe complètement taré. C'est sûr qu'il a fait de grosses erreurs. Mais ce n'était pas vraiment les 560 000 $ le problème. C'est le tout premier dollar qui a ouvert les vannes. Mais si la famille de Cheryl a depuis plus de 10 ans pardonné à Steven, ce n'est pas le cas de tous ses proches. Je la connaissais depuis l'école primaire. On avait 42 ans. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Je pense à Cheryl et aux enfants tous les jours. J'ai ressenti énormément de colère. Steven et moi, on en avait parlé. Et il m'avait promis qu'il ne ferait jamais de mal à Cheryl et aux enfants. Steven Soupaul était un très bon acteur. Il jouait très bien son rôle de mari et père aimant. Beaucoup de gens dans leur famille et dans leur communauté croyaient vraiment en lui. Je pense que c'est normal, face à ce genre d'affaires, de vouloir se dire que c'est juste une personne qui a pété un plomb.
qui a perdu le contrôle dans un instant de folie, parce que c'est plus facile à accepter que l'idée d'un parent qui aurait organisé le meurtre de sa famille. Mais c'est bien ça qu'il s'est passé. Je ne doute pas un instant qu'il avait un problème de santé mentale. Il ne voulait pas qu'on sache que c'était un escroc, et il n'a pas trouvé d'autre solution. Il ne pouvait plus remonter la pente, et pour lui, il n'y avait plus d'autre option. Et comme il était persuadé que le monde de Cheryl et des enfants tournaient autour de lui, et que leur destin était lié, alors il ne pouvait pas exister sans lui. On peut venir en aide à ceux qui souffrent, que ce soit avec des antidépresseurs ou autre chose. Je n'en prends plus aujourd'hui, mais je l'ai fait. Personne ne devrait avoir honte de ça. Il est temps de faire plus attention à la santé mentale de tous. On ne peut pas expliquer un acte inexplicable. Ce n'est pas possible. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était avancer. Parce que même si j'avais trouvé des réponses, elles n'auraient pas emporté la douleur. La douleur sera toujours là. Si je pouvais envoyer un message à tous ceux qui traversent des périodes difficiles, je leur dirais de ne pas faire semblant d'aller bien. Je leur dirais d'accepter toute l'aide de leurs proches. Il n'y a pas de honte à chercher du soutien, à demander de l'aide. À tous ceux qui traversent des moments difficiles, n'ayez pas peur de dire « j'ai besoin d'aide ».